Bienvenue à tous. C'est une préoccupation majeure dans le processus de développement durable à l'échelle locale. Comment créer un modèle innovant de gestion durable des déchets adaptés aux communes? Une initiative fait parler d'elle au Togo. Sa spécificité, intégrer l'école comme maillon essentiel dans la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ménagers. L'homme à l'origine de ce projet est notre invité sur ce plateau. Edem Dalmeda, vous êtes le directeur général d'Africa Global Recycling. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour aux téléspectateurs. Alors, Monsieur Dalmeda, le développement durable, c'est un processus global dans lequel tous les États sont engagés aujourd'hui. En quoi il est important de le ramener avant tout au niveau local ? Alors, le développement durable est effectivement un processus qui doit nous aider à transformer nos territoires, transformer nos pays et être un levier de croissance durable pour nos États. Mais on comprend que pour y arriver, il faut mettre autour de la table, ou en tout cas mobiliser toutes les énergies d'un État, toutes les énergies d'un pays, toutes les énergies d'une communauté, d'une collectivité et toutes les parties prenantes. Et en ce sens, la commune, qui est, je dirais, le laboratoire du développement local, du développement inclusif et donc du développement durable, a toute sa place dans la mise en œuvre des stratégies qui doivent être développées, dans l'adaptabilité des solutions qui sont portées. Et justement, vous mobilisez la population autour des enjeux du tri et du recyclage des déchets. Aujourd'hui, vous êtes convaincu de pouvoir apporter des changements dans les familles à travers les élèves. Comment cela va se faire ? Alors, il y a nécessairement des leviers à développer pour porter le changement. Pour porter le changement, on sait que nous avons un certain nombre de freins ou un certain nombre de dispositions à mettre en place qui relèvent de la culture, qui relèvent de l'éducation, qui relèvent également des pratiques, qu'elles soient, ou des intérêts économiques et autres. Et aujourd'hui, nous pensons que l'élève, l'enfant, a un rôle éducateur à faire, à porter. Je vous donne l'exemple des feux rouges ou des téléphones au volant. C'est l'enfant aujourd'hui qui rappelle à son père ou à sa mère qu'il ne faut pas téléphoner au volant et qu'il ne faut pas passer quand le feu est rouge. Et donc, en ce sens, l'enfant est capable aujourd'hui de s'approprier les enjeux du développement durable, les enjeux liés à l'environnement, pour porter le changement dans les familles. Et c'est sur ce rôle éducateur que nous misons pour développer ce programme qui intègre l'école dans la chaîne de valorisation des déchets. L'école devient un point de collecte, mais également un point de sensibilisation important pour les familles et à travers les familles, donc également un point de transformation sociale et culturelle. Et au Togo, une ville est en train d'expérimenter ce nouveau modèle de gestion des déchets. Nous sommes à Anéo, précisément dans la commune Lac 1, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Lomé. Et c'est là vous avez choisi pour lancer ce projet. Je vous invite à suivre cet élément. Anéo, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Lomé. Il y a 70 ans, la ville côtière a été déclarée commune de plein exercice. Aujourd'hui, l'ancienne capitale du Togo ambitionne de se construire l'image d'une ville modèle écologique. Pour faire face à ces défis environnementaux, voici un projet grandeur nature qui vise à mettre les élèves au centre de cette nouvelle politique environnementale de la ville. Anéo Ville Verte, ma commune éco-togolais, c'est le fruit du partenariat entre l'entreprise Africa Global Recycling, l'association Moi Je Trie et la commune Lac 1. La ville d'Anéo a été érigée en commune depuis 1951 et donc dans le cadre des événements devant marquer son 70e anniversaire, nous avons conçu ce projet qui vise à faire entrer dans les écoles notamment la salubrité et l'enlèvement des déchets, qui vise à apprendre aux écoliers, éduqués mais qui deviennent des éducateurs de leurs parents, à trier les déchets et de faire de ce tri-là des déchets un événement, en ce sens que cela peut aboutir à la mise en place de lampes solaires qui aideront les enfants démunis qui n'ont pas d'électricité chez eux à pouvoir apprendre en vaincant l'obscurité. L'éducation environnementale et la sensibilisation, l'objectif est d'intégrer l'école comme maillon essentiel
dans la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ménagers. L'homme au centre de cette initiative, c'est lui. Convaincu que le déchet est plus qu'un déchet, Edem d'Almeida veut porter le changement dans les familles pour l'adoption de gestes éco-citoyens à travers la mobilisation autour des enjeux du tri et du recyclage. Nous partons du principe que c'est par l'enfant que le changement sera porté dans nos territoires, dans nos familles, dans notre société. Et donc c'est pour ça que nous misons sur le rôle éducateur de l'enfant. À travers l'enfant, nous pouvons apporter de vraies questions, nous pouvons apporter de vraies réponses aux questions liées aux enjeux climatiques, aux défis des territoires. Il ne faut pas oublier que la question de la décentralisation aujourd'hui portée et mise en œuvre au Togo doit pouvoir être un accélérateur de ce changement dans les territoires et dans les familles. Pour cette première phase de ce projet qui mobilise des partenaires du Togo et d'ailleurs, 30 écoles publiques seront dotées de 280 bacs de tri sélectif et bénéficieront de programmes d'éducation. Dans ce projet, les élèves sont impliqués là-dedans. Ils ont organisé un concours de production de tests. Et je salue l'initiative parce que nos élèves, nos enfants seront nos relèves de demain et s'ils sont initiés dès à présent pour la protection de l'environnement, demain nous aurons une nature verte et non polluée et ils seront nos pères qui sensibiliseront les autres, même leurs parents à la maison, pour qu'ensemble l'environnement ne soit pas détruit comme on le constate maintenant. La dynamique lancée dans cette commune est censée créer un modèle de référence au Togo, réplicable pour l'ensemble des communes, avec en vue la professionnalisation des acteurs locaux. Un projet innovant qui intègre le déchet comme facteur d'inclusion et de promotion de réussite scolaire à travers l'accès à l'électricité. La particularité de ce projet, qui me semble extrêmement, c'est pour ça que je parlais de projet visionnaire, extrêmement intelligent et complet, c'est que l'accès à l'énergie pour l'école, pour améliorer l'éducation, pour que les enfants fassent des devoirs, c'est un seul volet. Ici, nous sommes en présence d'un projet beaucoup plus complet, qui associe en fait, et pour moi c'est un tout, la question des énergies renouvelables, de l'accès à l'énergie par les énergies renouvelables, mais dans la vision globale en fait de l'écologie, du développement durable et des problématiques de la planète. On ne peut pas dissocier en fait simplement l'accès à l'énergie de la problématique de la pollution que nous générons tous, la pollution de l'air, des mers, tout cela ne fait un. Gagner le pari de l'accès pour tous à l'électricité à travers la composante du déchet à la lumière, 10 écoles et leurs élèves bénéficieront de 40 stations solaires et de 1600 lampes individuelles pour mettre en valeur le principe socio-éducatif selon lequel une gestion efficiente des déchets peut avoir des effets positifs plus larges, comme un accès à une énergie propre et une meilleure égalité des chances. Edem d'Almeida, c'est une première, on le remarque. Comment est né ce projet? Ce projet est, je dirais, la matérialisation simplement d'une réflexion prospective. Le constat, et je l'ai dit souvent sur ce plateau, se situe, ou le constat de nos échecs se situe surtout sur la transposition in extenso de modèles venus d'ailleurs. Nous pensons que la transposition n'est pas une solution. Par contre, l'inspiration, oui. Et le deuxième élément qui motive, je dirais, ce projet, c'est simplement que la question environnementale est indissociable de toutes les politiques, je dis bien de toutes les politiques et de toutes ses composantes liées au développement d'un pays. Que ce soit sur un aspect financier, que ce soit sur un aspect macroéconomique, que ce soit sur un aspect micro, que ce soit sur un aspect politique. Et donc, si la question de l'environnement est vraiment au cœur des enjeux, nous comprenons comme le social est défini comme priorité, c'est la question sociale qu'il faut, c'est pas la question sociale que nous devons aborder la question environnementale. Et donc, il suffisait de prendre en compte toutes nos vulnérabilités sociales, économiques
d'un territoire, y compris la géographie, la localisation de ce territoire, pour dire, mais quelles sont les vulnérabilités aujourd'hui dans une commune? C'est la question de l'emploi. J'ai pour l'habitude de dire que aujourd'hui, il est difficile d'aller voir un ménage en zone rurale ou autre pour leur dire, triez vos déchets parce que c'est bon pour la planète. Ce n'est pas la préoccupation, il faut que nous en soyons conscients. La préoccupation, c'est se soigner, s'éduquer, se vêtir, être en sécurité, tout simplement. Et donc, à partir du déchet, nous devons apporter du sens pour dire qu'on est capable, à partir du déchet, de réaliser ou de se réaliser. Et donc, nous avons créé un modèle, nous avons modélisé quelque chose qui prenne en compte d'abord les vulnérabilités des territoires. Et tous les maires aujourd'hui, vous pouvez faire le tour de tous les maires. Je mets au défi de me trouver un maire qui dit que l'emploi n'est pas sa préoccupation, que la salubrité n'est pas sa préoccupation. Les deux sont au cœur des enjeux. Et donc, autour de ça, nous avons essayé de définir un modèle qui intègre les différents modèles que nous avons créés maintenant depuis 8 ans, que nous proposons, sur l'école, sur un aspect social, sur un aspect d'accompagnement à l'entrepreneuriat, parce qu'il faut développer des opportunités économiques, sur un aspect de la formation aux métiers de demain. Les métiers du tri et du recyclage sont des métiers de demain. Un accès à l'énergie renouvelable, et nous retrouvons au cœur de nos politiques la question centrale de l'énergie renouvelable, mais qui doit être portée aussi, je dirais, à une échelle individuelle. Et donc, voilà un peu comment nous avons un peu assemblé toutes les pièces du puzzle pour pouvoir monter ce programme Ma Commune Éco-Togolaise, spécifique à la commune africaine, à la commune togolaise. Alors, et pour vous, gagner le pari du développement durable dans la commune passe par une gestion efficiente des déchets? Je pense que la question des déchets nous permet d'aborder plusieurs angles. On le voit très bien. Je pense qu'il était difficile d'imaginer qu'à partir du tri sélectif, parce qu'on encourageait le tri sélectif dans une maison, on pouvait aujourd'hui permettre à des élèves de ne plus étudier avec des lampes à pétrole. On voit que le lien n'est pas évident. Et pourtant, c'est une réalité. On voit qu'aujourd'hui, à travers le tri sélectif des déchets, nous pouvons, grâce à un partenariat que nous avons développé, permettre à des collecteurs de l'informer, à des collecteurs du déchet, d'avoir accès à une couverture santé, à une couverture sociale, à une protection sociale et à une assurance maladie, invalidité, décès. Donc voilà des réalités, et je dirais finalement que le déchet n'est qu'un point d'entrée et un prétexte pour porter justement ce développement, parce que le développement doit venir des opportunités économiques que nous créons, mais également des fruits des opportunités économiques qui sont développées. Et donc nous pensons que le déchet est un point d'entrée. Alors vous avez pris l'habitude de dire que chez vous, le déchet est plus qu'un déchet. À travers justement cette initiative, est-ce que c'est l'autre manière pour vous d'appeler à repenser notre politique de gestion des déchets? Oui, à travers et c'est vrai, vous le dites, et je le répète, le déchet est vraiment plus qu'un déchet. Il s'agit d'un constat, d'un parcours de vie personnel, d'un parcours professionnel, mais également de ce que je constate autour de nous. Les préoccupations sont les mêmes. Et à travers le simple constat que le déchet est plus qu'un déchet, là, nous devons repenser non pas seulement la question de la gestion des déchets, solides, globalement, mais la question de toutes nos politiques et de tous les dispositifs pour permettre que les dispositifs que nos États mettent en place puissent être plus efficients et à moindre coût, parce que le déchet coûte. Mais il y a des leviers pour pouvoir baisser ces coûts et permettre à d'autres de bénéficier de ce développement grâce aux déchets. Quand justement vous parlez de cette politique environnementale que nos États mènent aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur trouvez comme grief? Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Déjà, je pense qu'il y a un gros défaut qui, si nous allons à l'échelle des communautés des États, un gros défaut, un déficit de communication ou de maturité, puisque les États, et c'est normal, ne sont pas au même degré de conscientisation. Si je prends le cas du Sénégal, c'est depuis les années, je dirais 1957 ou 1960, que la première phrase liée à l'environnement apparaît dans la Constitution ou dans le cadre réglementaire du Sénégal. Pour d'autres pays, c'est bien plus tard. C'est en 92, c'est en 96, c'est en 2003. Donc, on voit que nous ne sommes pas sur des mêmes degrés de maturité. Mais en même temps, il faut mettre aussi en évidence que des organismes comme la CEMAC en Afrique centrale
comme l'UMOA en Afrique de l'Ouest, ont échoué puisqu'elles ne permettent pas aujourd'hui d'avoir les leviers pour consolider tous ces éléments, alors qu'ils ont un pouvoir, et même dans leur constitutionnalisation, dans leur acte constitutif, il y a la nécessité de mettre l'environnement au cœur des enjeux, de fédérer les énergies. Donc ça, c'est déjà un problème. Au niveau des États individuellement, la question réglementaire n'est pas réglée. Nous signons un certain nombre de traités internationaux pour lesquels nous n'avons pas de solution, nous n'avons pas cherché à développer des solutions. Il y a une incompréhension totale du mécanisme. Il faut pouvoir, je dirais, faire l'inventaire des problématiques que nous avons. Mais ceci dit, il n'y a pas que tout ne va pas dans le mauvais sens. Il y a un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. C'est insuffisant. Pourquoi insuffisant? Parce qu'il suffit de petits leviers aujourd'hui, mais pour ça, il faut aussi parler, et je le dis suffisamment, à des acteurs locaux, des associations, des entreprises, qui ont une expérience sur le terrain et dont nos États peuvent bénéficier. En tout cas, c'est ce que nous proposons depuis 8 ans aujourd'hui au Togo. Et dans cette nouvelle éducation environnementale que vous portez à travers cette initiative, alors vous tentez d'établir un rapport entre la gestion des déchets et un accès pour tous à l'électricité. C'est très primordial dans nos communes, surtout en zone rurale. Absolument. Vous avez dans la commune des Lacs 1 et ailleurs, encore une fois, la commune des Lacs 1 n'est qu'à 50 km du pays. Mais, de la capitale. De la capitale, pardonnez-moi. Mais vous avez des endroits encore aujourd'hui où les gens n'ont jamais vu la lumière, l'électricité. Et si nos gouvernants se mettent dans une politique forte d'électrification, c'est bien parce qu'il y a une raison et qu'on conçoit que la question sociale, la question du développement inclusif tel que nous l'apportons, ne pourra pas se faire sans le développement, sans l'accès à l'énergie, sans l'accès à l'électricité. Et même avant les routes. Donc, ce n'est pas nous qui inventons un modèle, c'est une réalité et l'électricité va pouvoir apporter les routes, va pouvoir apporter un certain nombre de sujets. Mais permettez-moi de faire encore le lien entre l'électricité, la question sociale ou la question économique. On va développer un certain nombre de programmes partout en Afrique, y compris au Togo dans notre pays, liés à la promotion de l'énergie renouvelable, du solaire et autres. Tant mieux. Mais je m'inquiète souvent parce que les porteurs de projets du solaire disent souvent apporter de l'énergie renouvelable en milieu rural pour permettre aux paysans d'avoir accès à l'électricité ou à la chaîne ou aux chaînes satellitaires. Par contre, je ne vois pas dans les discours des promoteurs dire j'amène de l'énergie renouvelable, non pas pour aller charger le téléphone portable du paysan, parce que finalement, il a 2 téléphones portables, il n'a pas d'électricité à la maison et ça fonctionne très bien. Mais on ne lui dit pas, je vous apporte l'électricité pour mieux conserver vos produits issus du maraîchage ou vos produits agricoles qui devraient lui permettre de générer plus de revenus. Voilà un peu les incompréhensions et les limites que je trouve un peu au programme, parce que je pense qu'on ne va pas assez loin dans la prise en compte du social, dans les enjeux climatiques et les enjeux du développement durable aujourd'hui dans nos États africains. Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée au développement durable à l'échelle locale. Edem d'Almeida, nous en parlions tantôt, comment à travers une initiative, cette initiative que vous portez, alors vous pouvez susciter des orientations vers des métiers de demain comme ceux liés aux énergies renouvelables notamment. Oui, le programme du déchet à la lumière qui consiste à intégrer le tri sélectif, mais également à promouvoir l'accès à une énergie renouvelable, surtout comme facteur d'accès à l'électricité, mais surtout comme facteur de réduction des inégalités des chances, comporte un volet important, qui est le mécénat de compétences, qui est développé avec la fondation d'un grand groupe français mondial sur l'électricité, qui nous permet 1 à 2 fois par an de faire le tour des écoles avec des volontaires et professionnels pour apprendre à l'élève comment on peut créer une batterie, comment on crée une ampoule, comment on crée une lampe, enfin, lui expliquer qu'est-ce que c'est que les éoliennes, lui expliquer ce que c'est qu'un panneau solaire, pour que
l'enfant puisse réfléchir et s'ouvrir aussi l'esprit vers les orientations. Je pense que nos universités, je pense que nos écoles, je pense que nos systèmes éducatifs a suffisamment produit ou produit suffisamment, est une fabrique je dirais, de diplômés qui ne sont pas toujours en adéquation avec les défis des emplois et de notre industrie ou même de nos services. Il faut que demain, l'élève soit aussi maître de son orientation. Il faut que l'étudiant, la personne, soit maître de son orientation, non pas en intégrant un processus, pardonnez-moi de le dire ainsi, industriel de production de diplômes ou de diplômés, sans avoir les débouchés derrière. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous pouvons imaginer comme défi de demain, que ce soit dans le cadre juridique, parce que quand on parle du sujet des déchets ou de l'environnement, on n'a pas l'impression que tout est touché. En fait, tous les corps de métier sont touchés, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le développement local, enfin, tous les corps de métier sont touchés. Et donc, il faut pouvoir ouvrir les esprits pour permettre à nos jeunes, aux citoyens d'aujourd'hui et de demain, mais de sortir des échecs dans lesquels nous nous étions enfermés jusqu'ici pour relever une vraie transformation du développement de nos États, parce que c'est eux qui vont diriger ces pays demain, c'est eux qui vont porter les changements demain, c'est eux qui vont porter le développement de ce continent. Edem d'Almeida, l'accès pour tous à l'électricité en Afrique est un grand défi à relever. La réussite scolaire passe-t-elle aussi par là? Oui, il y a un constat dont je n'avais pas suffisamment conscience ou pas assez. La question des lampadaires. C'est vrai que nous avons vu des lampadaires électriques ou solaires dans nos quartiers. Et, dans le cadre de l'éclairage public. Dans le cadre de l'éclairage public. C'est vrai que nous autres qui avons accès à l'électricité, nous ne nous étions pas rendus compte que le lampadaire ou l'éclairage public était aussi un facteur de création de liens sociaux et de facteurs de réussite scolaire. En fait, c'est lors d'une discussion avec monsieur le maire que je me suis rendu compte que, mais finalement, c'est une réalité, que ces lampadaires sont des salles de classe ou de répétition le soir, d'entraide entre élèves, les aînés et les plus jeunes, le soir, et que ce sont des classes à ciel ouvert. Et donc, on comprend que l'accès à l'électricité à travers ces composantes permettent aussi la réduction ou la promotion d'un accès d'une part à l'électricité, mais également à combattre un certain nombre de vulnérabilités comme l'inégalité des chances en milieu scolaire. Donc voilà des exemples concrets, des petits liens qui existent, qui ne nous paraissent pas évidents. Moi, j'en ai pris conscience il y a à peine quelques jours. Alors, et concrètement, dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet, oui, est-ce que ce sont des lampadaires aussi que vous allez installer dans cette commune Lac 1, ou bien des lampes individuelles à distribuer seulement aux élèves? Alors, nous n'avons pas vocation à tout faire, ou en tout cas, si nous pouvons au moins insuffler quelque chose. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui est en cours pour se dire que nous avons un réseau d'écoles qui bénéficie du programme du déchet à la lumière. Les élèves ont des lampes solaires individuelles, et il est clair aussi que nous ne pouvons pas couvrir 100% des besoins. Ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est de se dire, mais avec nos partenaires, dans le cas des énergies renouvelables, pourquoi n'allons pas plus loin, nous n'allons pas plus loin dans ce programme, en intégrant non plus l'école du territoire, mais en intégrant le territoire, l'environnement immédiat de l'école, pour y mettre des lampadaires solaires et demander au territoire, aux acteurs du territoire, de trier mieux leurs déchets pour pouvoir permettre que ces lampadaires puissent s'installer. Et donc, on comprend que la question de l'école, et là, le rôle éducateur intervient encore, c'est de l'école que part le programme pour arriver ensuite dans les ménages pour qu'ils se disent « Ah, nous avons cette lampe parce que derrière, mon fils et ma fille sont venus me dire à la maison qu'il fallait mieux trier les déchets parce que j'aurais une lampe et que je pourrais... » de le dire, ça peut paraître caricatural pour certains, je pourrais mourir enfin parce que j'ai vu la lumière. Voilà, ça, ce sont des réalités, nous pouvons aller plus loin. On a vu sur ces images la présence, lors du lancement de votre projet, d'autres maires, aux côtés du maire de Lac 1. Comment faire en sorte qu'une telle initiative soit répliquée dans les autres communes du Togo? Alors, une des vulnérabilités que nous devons souligner, c'est la question économique.
Les solutions existent, un certain nombre de solutions existent. Nous sommes spécialisés dans l'ingénierie de gestion des déchets, mais il y a la question du modèle économique. À Néron, nous avons modélisé quelque chose avec un modèle économique qui est testé. Les autres communes peuvent l'intégrer, beaucoup ont déjà manifesté leur intérêt, mais il nous faut trouver les partenaires pour porter ce changement et pour porter le modèle économique, parce que bien souvent, les communes n'ont pas suffisamment les moyens techniques, encore moins les moyens financiers. Sur ma commune des Lacs-1, qui est ce premier projet expérimental, je dirais la totalité des acteurs ont été mobilisés par nos organisations, Moi Je Trie et Africa Global Recycling. Nous ne pourrions pas, pour le rendre viable, faire la même chose parce que nos partenaires n'ont pas non plus des ressources illimitées. Et c'est là où nous faisons aussi appel au pouvoir public qui peuvent non pas mobiliser les caisses de l'État, mais mobiliser un certain nombre de partenaires au développement pour lesquels peut-être nous sommes trop petits pour pouvoir porter cette aide, ces changements. En tout cas, nous mettons nos services d'accompagnement, d'ingénierie, de spécialistes au service des communes. Encore faudrait-il que le sujet soit porté à un niveau plus haut, au-delà du ministère, je veux dire, peut-être porté par le premier responsable de ce pays, le chef de l'État. Voilà, je pense, la vraie clé pour porter ce changement à quelque chose d'important, d'ambitieux, parce que, je le répète, le Togo a une position, une caractéristique qui peut faire de lui le pôle d'excellence de la gestion des déchets en Afrique. Et ça, je suis convaincu, mais il faut, et je fais solennellement appel au chef de l'État, s'il écoute cette émission, de prendre à bas le corps peut-être comment dirais-je, nos sollicitations, parce que derrière, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à capitaliser pour le pays et de facto pour lui-même. Edem Dalbeda, est-ce que les défis environnementaux dans nos communes se résument seulement à la gestion des déchets? Dans une commune comme Lac 1, nous voyons que cette ville à Néron est aussi confrontée à l'avancée de la mer. Bien sûr. Au-delà des déchets, c'est vraiment la question environnementale. Et c'est bien pour ça que nous avons défini ce petit label qui s'appelle Éco-Togolais. Éco comme écologie, éco comme économique. Et la fondation la présidente de la fondation Synergie Solaire l'a dit dans le reportage. C'est un projet global qui intègre tous les volets de l'écologie dans la transformation structurelle mais également globale du territoire. Et donc, à travers ma commune Éco-Togolais, il y a aussi une composante, et Anéron représente bien cela. C'est un territoire qui est situé entre la mer, d'une part, le lac d'une part, et la lagune d'une part, avec des questions de pollution des cours d'eau, avec la question de l'érosion côtière, pour lesquelles il faut apporter des réponses. Et nous travaillons également avec un certain nombre de partenaires comme la Fondation de la mer, comme l'Université internationale de la mer, pour porter ensemble des outils pédagogiques, mais également susciter un certain nombre de réflexions, susciter un certain nombre de solutions auprès des partenaires au développement pour apporter également, parce qu'on parle du déchet, mais la mer y est touchée. Les pêcheurs ramènent un certain nombre de déchets sur la plage. L'activité économique est touchée. Nos tortues sont touchées. On n'en parle pas assez. Donc, c'est vraiment une composante globale. Nous n'avons pas vocation à tout faire, mais nous avons créé un cadre global dans lequel un certain nombre de synergies peuvent se faire, mais elle ne pourra pas réussir, et je le répète encore, sans la force et la volonté du pouvoir public. En attendant que cette initiative soit aussi implémentée dans d'autres communes, vous qui êtes spécialiste dans cette question de gestion des déchets, quel est le regard que vous portez de la manière dont c'est fait aujourd'hui dans nos communes? Alors, je dirais que les communes sont plutôt jeunes. Il faut aussi peut-être un peu laisser aussi le temps qu'ils puissent s'installer, mais on voit qu'il y a des initiatives. Les maires s'y mettent à fond, chacun avec ses moyens. Ça, c'est une chose. Mais je pense que les partenaires au développement font une faute. La faute de ne pas adapter les solutions et de ne pas intégrer les solutions locales ou la spécificité sociale dans les projets qui sont développés. Les projets qui sont développés sont plutôt des projets d'infrastructure plutôt que des projets dans lesquels,
avec l'infrastructure, il faut développer de vrais modèles économiques et sociaux. Ça, c'est un problème. L'autre problématique, c'est la force de mobilisation des acteurs du territoire à la cause environnementale, à la cause de la gestion des déchets qui est insuffisante. Un autre, et la fiscalité est également un problème, on pourra y revenir. Il y a aussi un autre aspect, c'est le coût de la gestion des déchets. Mais aujourd'hui, ça coûte forcément, puisque, je le répète encore, nous avons 50 à 60% du poids de ce que nous transportons, que ce soit pour nos décharges, que ce soit pour nos centres d'enfouissement, de sable. On n'a jamais fait du gaz avec du sable. Je mets au défi quiconque, n'importe quel spécialiste de notre pays, de me prouver qu'on peut faire, au départ de nos centres d'enfouissement ou de nos décharges, du gaz avec du sable en remplissant les trous avec du sable. C'est impossible. On n'a pas besoin d'être scientifique pour ça. C'est impossible. Et donc, il faut trouver le moyen de faire en sorte que le sable reste là où il est. Il n'a pas besoin d'être transporté. Nous avons dans nos pratiques culturelles, dans nos modes de consommation, déjà un tri qui s'opère. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que ce qui est compostable organique puisse rester sur place. C'est ce que nous avons monté également avec la ville d'Anéor, qui a sa plateforme de compostage et qui l'intègre dans la culture locale et chez les maraîchers. Il faut trouver le moyen d'apporter des réponses au peu de recyclables. Une ville comme Anéor, c'est 11% de recyclables. C'est très peu. On a des villes où on aura 2-3% de recyclables. Il faut trouver le moyen que ces recyclables puissent générer un minimum de ressources. Mais ça ne sera jamais suffisant pour couvrir l'ensemble. Et donc, il faut créer des modèles où il y a de vraies économies d'échelle et de l'optimisation dans la gestion. C'est très facile à faire. Je le répète, c'est très facile à faire. On a toujours connu jusqu'à maintenant le cycle maison. Quant aux déchets, le cycle maison, poubelle et décharge et ce qui va avec l'enfouissement. Et vous venez avec le modèle tri. Est-ce que justement c'est pour relever ce défi? C'est pour relever ce défi parce que je suis convaincu que c'est la solution. C'est la seule solution. Il faut que nous abordions la question sur un plan à la fois global, mais de trouver les secteurs dans lesquels nous devons optimiser. C'est vraiment la question de l'optimisation à chaque degré et à chaque composant du déchet dans la gestion. Une incongruité, par exemple, de ce que je n'ai jamais compris. Pourquoi on parle spécifiquement, et c'est un terme spécifique à l'Afrique, notamment à l'Afrique subsaharienne, que des institutions et des partenaires au développement emploient en longueur de journée, qui pour moi n'a pas de sens. La pré-collecte. La pré-collecte n'a pas de sens. Vous faites une collecte ou vous ne la faites pas. On collecte ou on ne collecte pas. Mais ça fait partie des éléments développés, des éléments de langage développés qui n'ont aucun sens et en fait qui viennent compromettre toute la réflexion et le processus qui devrait être la bonne. Donc aujourd'hui, la question des déchets est toujours abordée sous l'angle de la collecte à l'élimination sur une décharge et puis au rechargement d'une décharge pour aller sur un centre d'enfouissement quand nous en avons un. Et il faut pouvoir sortir de là parce qu'il y a des besoins de milliers d'emplois créés, mais des emplois qui existent déjà, de l'auto-emploi qui existe sur nos décharges et entre les deux. Maintenant, ces emplois demandent à être structurés, à rentrer dans un cadre formel pour répondre également, là encore, aux préoccupations, aux axes définis pour un plan de développement de notre pays. Et parmi les déchets, il y a particulièrement un qui constitue un casse-tête chinois, c'est le sac, le déchet plastique. Comment en venir à bout? Il y a plusieurs leviers sur la question du sac plastique. Il y a d'abord, là encore, une question culturelle. Revenons aux fondamentaux. Aujourd'hui, quand je fais le tour des écoles, quand je parle avec des élèves, je dis à partir d'aujourd'hui, dites à vos parents que vous ne voulez plus aller acheter du riz dans des sacs plastiques. Prenez des assiettes chez vous, prenez les bols chez vous. Quand maman va au marché, dites à maman de prendre son panier. Si elle ramène dans des sacs plastiques, que non, vous n'êtes pas d'accord. C'est ce que les enfants doivent porter, c'est ce que nous faisions il y a 20 ans, il y a 30 ans, nous étions battus. Parce que nous allions acheter à manger. Je prends la vendeuse de bouillie qui faisait le tour des quartiers, elle vient avec son bol. Maintenant, elle vient avec un sachet. Il faut ce changement à ce niveau. Il y a la question de la réglementation qui doit mettre en place un cadre, je dirais, punitif, oui, n'ayons pas peur des mots,
mais également, donc un cadre contraignant, mais également un cadre incitatif à l'investissement pour permettre à nos industriels de sortir un peu de cette vaste escroquerie industrielle et économique qui consiste à dire qu'on fabrique du biodégradable, parce que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de trouver le moyen de fabriquer des produits qui peuvent être des ressources et qui peuvent être recyclés. Or, en l'occurrence, les déchets les plastiques que nous avons aujourd'hui ne sont pas en l'état recyclables, puisque même les producteurs refusent de les intégrer à nouveau dans leur process. Donc, on voit qu'il y a un problème à ce niveau et qu'il faut régler. Ça passe par la fiscalité, ça passe par un contrôle, mais ça passe nécessairement par l'incitation à investir dans les outils et les technologies performantes pour transformer notre économie. Un autre volet, c'est la question de la collecte et du traitement. Si nous structurons la collecte et le traitement, nous donnons le moyen de créer de milliers ou de centaines d'AGR ou de moiseries qui peuvent se professionnaliser dans ces processus de collecte et de gestion des déchets pour permettre de récupérer du recyclable capable d'intégrer des nouveaux process chez des industriels. Donc on voit que la question ne peut pas être indissociée les uns des autres. Et ce que je reproche à nos réglementations, et je le répète encore, il y a 14 pays en Afrique subsaharienne qui ont voulu faire la même chose. Notre pays, le Togo, n'est pas en reste. Si ça ne marche pas, c'est bien parce qu'il y a un problème et qu'il faut revenir en arrière. Justement, depuis le 5 janvier 2011, il y a une loi qui interdit ces sachets. Oui, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand le Bénin l'a fait il y a 4 ans, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, que là, c'est encore une erreur. La preuve, nous y sommes encore. Ça ne peut pas marcher parce que nous n'avons pas intégré toutes les composantes. Je sais que ce que je dis là ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une réalité. Tant que nous ne disons pas les choses, nous ne pouvons pas régler nos problèmes. Et ce que je dis, mes critiques s'intègrent dans une démarche constructive dans laquelle il faut associer des spécialistes. Des spécialistes, parce que là encore, la question n'est pas juste de dire « Ah, arrêtez de produire des sacs plastiques noirs ». Non, c'est comment on fait à chaque bout pour arriver enfin à créer cette économie circulaire territoriale et cette économie, je dirais, circulaire au niveau des États, au niveau de la sous-région. Edem Dalmeda, merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le directeur général d'Africa Global Recycling. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.